Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mon top 5, donc des films de Stanley Kubrick, un réalisateur que j'adore, que j'admire, qui me fascine par sa mise en scène, par ses films, par sa façon de travailler, voilà, ses histoires, ses thématiques, bref. Stanley Kubrick, quoi, on sait tous, c'est un très grand cinéaste, c'est un génie, il influence, il inspire, bref, il marquera l'histoire du cinéma à jamais. Et évidemment, Kubrick, c'est un peu ça fait partie un peu des bases du cinéma, voilà, quand on s'intéresse vraiment au cinéma, quand on est cinéphile, on doit s'intéresser du Kubrick. Après, on n'aime pas. Ça, après, c'est subjectif, c'est nos goûts, les goûts et les couleurs, ça, c'est tout à fait personnel. Donc, écoutez, je viendrai donc vous livrer mon top 5 donc, des films de Stanley Kubrick, et donc, dans la deuxième partie vidéo, je viendrai donc m'exprimer donc, sur deux films qui ne sont pas d'un stop, donc je tiens à vous prévenir tout de suite, donc ils sont 2001 l'Odyssée de l'espace et Barry Lyndon, voilà. Parce que même s'ils ne sont pas non-stop, je tenais quand même à vous donner mon avis donc sur ces deux films parce que voilà, ce sont quand même des films importants qui ont marqué, qui ont grandement influencé, voilà, surtout 2001 l'Odyssée de l'espace. Voilà, il a laissé quand même une trace, il a laissé quand même une patte. Et puis, c'est considéré comme l'un des meilleurs films de tous les temps, comme l'un des meilleurs films de SF, visionnaire, révolutionnaire. Bref, tout ce que vous voulez. Et Barry Lyndon, évidemment, un grand film d'auteur. Ça aussi, c'est indéniable. Donc, même si ces deux films ne m'ont pas transporté, même si je ne les adore pas, voilà, je considère que ce sont des références et que, il faut quand même s'attarder dessus. Voilà, que je vais donc m'attarder dessus. Et donc, écoutez, sans plus tarder, on commence avec le numéro 5. Et en cinquième position, Orange Mécanique, sorti en 1971 et qui met donc Malcolm McDowell donc dans le rôle principal donc de Alex Delarge, donc le chef de la bande des droguies, qu'on peut aussi traduire par amis, copains, camarades, bref, une bande un peu de bandits qui n'ont que de mauvaises intentions envers tout le monde. Ils violent des femmes, ils brutalisent des gens, ils cambriolent tout le monde. Enfin bref, ce sont des vrais bandits. Ils se droguent. La particularité, donc, c'est que Alex, il n'a que des pulsions meurtrières, des pulsions sexuelles, enfin bref, voilà, ce sont des gens qui n'ont que un état d'esprit négatif, voilà, il y a rien de bien en eux, quoi, ce sont des gens qu'on haït parce qu'ils font du mal à tout le monde, voilà, ils agissent mal, ils se droguent, ils se malmènent entre eux, voilà, il y a cette fameuse scène où Alex, il se saisit de son bâton, il frappe un de ses camarades, donc dans sa partie génitale, et donc suite à ça, le scénario tombe dans l'eau, enfin bref, c'est une scène au ralenti, voilà, enfin bref, Orange Mécanique, c'est un film qui a quand même marqué son époque, qui a un sujet quand même assez costaud, l'ultra-violence, la perversion, les pulsions, toutes les mauvaises pulsions qu'il y a en nous, parce que des fois on a des pulsions, mais voilà, c'est des pulsions, comment dire, c'est des pulsions de tous les jours, quoi, des pulsions pour manger, des pulsions pour écrire, des pulsions pour dormir, enfin bref. Et là, cette
plutôt des pulsions, si on les gère pas, ça n'entraîne que de mauvaises conséquences. Donc voilà. Et donc le but de cette histoire, ça va tout simplement être de nous montrer donc l'ultra-violence. Donc on va vraiment voir des gens qui vont souffrir, qui vont avoir mal. Voilà, et cette fameuse scène donc, où Alex Delarge, enfin Alex tout court, va se saisir d'un organe génital géant et va l'abattre comme ça fermement donc sur une dame donc qui décédera donc des suites de ses blessures. Voilà, évidemment c'est une scène très choquante, mais il y en a beaucoup de scènes choquantes dans Orange Mécanique, hein. C'est un film qui a marqué son époque, c'est un film qui a eu du mal à voir le jour. Voilà, il est sorti, puis après on l'a censuré, puis il a mis des années encore à sortir. Enfin bref, c'est un film qui a mis énormément de temps à avoir sa place dans le cinéma, et Kubrick d'ailleurs à l'avouera lui-même. Voilà, c'est un film, il l'a fait comme ça, et voilà, pour montrer vraiment ce que c'était, ce que ça représentait, ce qu'il voulait dire. Voilà, au moins c'est un film qui va au bout de ses idées, j'ai envie de dire. Donc voilà. Et donc Orange Mécanique, c'est un film assez choquant, et même si c'est pas vraiment de Kubrick que je préfère, c'est quand même un film important qui a une thématique importante. Voilà, donc la violence dans une Amérique blessée, meurtrie, des acteurs incroyables. Voilà comment Kubrick enfin le mauvais traitement qui va être infligé à un monstre, simplement un monstre qui va subir une sorte de traitement qui lui écarquille les yeux, voilà, pour qu'il subisse une sorte de traitement, voilà, pour qu'on le soigne de toute sa perversité, de toute sa monstruosité, et puis pour qu'au final, nous, spectateurs, on ait de l'empathie, voilà, pour ce monstre qui n'a rien apporté au monde, au contraire, qui ne lui fait que du mal, à un homme qui détruit le monde. Et voilà, on va voir cet homme souffrir sous nos yeux. Cet homme qui faisait souffrir, nous on va le voir souffrir, et on va presque avoir de l'empathie pour lui. Enfin, après, avoir de l'empathie pour un homme comme ça, c'est compliqué, mais en tout cas, c'est un peu le tour de force du Kubrick, c'est qu'à force, on va presque avoir de l'empathie, et on va se dire, ouais, en fait, tout ce qu'il a fait de mal, ça se retourne contre lui. Et c'est ça, le but du film. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Après, c'est bien filmé, voilà, on a vraiment ces plans larges, ces plans très artistiques, ces plans purement kubrickiens, et puis on a ce regard de début, voilà, sur Alex, voilà, ce regard kubrickien, vraiment, qui fait très très peur, et qu'on retrouvera d'ailleurs pratiquement dans chaque Kubrick. Voilà, ce regard malsain, ce regard indescriptible, ce regard méchant, ce regard pervers. Voilà, en même pas une seule scène. Voilà, la première scène d'Orange Mécanique résume tout le propos, presque tout l'art de Kubrick. Voilà, ce plan comme ça, très symétrique, avec des choses d'un côté, des choses de l'autre, et puis les droguistes partent comme ça, et puis le chef de la bande, voilà, donc Alex qui est tout au milieu. Enfin, c'est déjà parfait. Voilà, dès le début du film, on commence sur un point positif, et puis voilà, le film va s'en mêler, va s'en mêler de fil en aiguille, et tout va basculer, et c'est un film incroyable. Évidemment, voilà, c'est le genre de film, c'est un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Voilà, son message est très profond, le film s'assume totalement. Voilà, ce qu'il montre, c'est violent, parce on retient notamment cette fameuse scène où les droguistes, donc voilà, quand ils mettent sans dessus dessous, voilà, le fameux bureau de ce monsieur Alexander, voilà, qui se vengera par la suite, bien entendu, où ils violent la femme de ce monsieur Alexander. Voilà, ils mettent son bureau sans dessus dessous. Enfin bref, il y aura des scènes absolument affreuses, des scènes absolument horribles. Même les scènes du traitement infligé à Alex, waouh, elles sont vraiment coriaces, c'est dur à regarder pour nous spectateurs, mais ça marche très bien. Donc oui, Orange Mécanique est un film important, c'est un film costaud, voilà, faut vraiment le prendre, et faut vraiment s'accrocher, parce que c'est pas un film facile. Mais bon, Kubrick c'est un réalisateur particulier, et qui a aussi, voilà, il provoque un peu, c'est vrai, Kubrick provoque un peu avec ce film, mais bon, disons qu'il a pas peur. Voilà, il le fait, il sait les conséquences que ça va lui apporter, mais il n'a pas peur. Et c'est ça qui est bien. Donc oui, Orange Mécanique sorti en 1971. En quatrième position, un film de guerre assez méconnu, voilà, dans la filmographie donc de Kubrick, avec le grand et le regretté Kirk Douglas. Et oui, Kirk Douglas qui nous a quitté il y a quelques mois maintenant, je sais plus quelle date, mais bref, ça fait quand même un petit moment qu'il nous a quitté. Kirk Douglas qui est un grand acteur, et qui le prouvait donc dans Les Sentiers de la Gloire. Et oui, un film de guerre vraiment méconnu, qui comporte des thématiques existentielles importantes telles que la vie, la mort, le destin, l'héroïsme et tout ça. Voilà comment un chef de troupe, voilà comment un chef de régiment va tenter de prouver l'héroïsme de ces hommes qui ont reculé face à l'avancée de l'ennemi. Voilà, parce qu'il les conditionne, mais son suicide. Voilà, les ennemis étaient en train de s'avancer, voilà, de franchir les fronts, et lui les a condamnés à son suicide, et ces hommes se sont rendus compte du danger, et donc du coup ils ont reculé en arrière.
et on les comprend parce qu'évidemment la guerre c'est une des choses les plus atroces, et à travers ce film, Kubrick, voilà, avec une filmographie très noire, très sombre, à travers ses tranchées, il y a des explosions surgissent de partout, voilà, il y a même une scène très intéressante niveau mise en scène où Kurt Douglas, voilà, il est dans les tranchées, ces hommes sont bien en rang sur les côtés, il y a des explosions qui surgissent de partout, voilà, même au niveau de la mise en scène, vraiment, il y a vraiment de l'effort, il y a vraiment des idées très intéressantes, vraiment pour mettre en avant le cauchemar de la guerre, tout en introduisant un propos intéressant, voilà, parce qu'il y a plusieurs scènes où Kubrick va nous faire voir la guerre de deux façons, voilà, à l'image, le visuel, voilà, quand les hommes vont être en plein sur le champ de bataille, qu'il va y avoir des explosions partout, on va même voir des cadavres gissant partout sur le sol, ça va être affreux, vraiment ça. Pourtant, c'est pas forcément cauchemardesque comme film, voilà, contrairement plutôt Orange Mécanique, où là, ça va être montré de manière assez violente, bah là, effectivement, c'est de la violence un peu plus subtile, là, ça va être un film de guerre où on assiste à tout ça, mais on n'est pas choqué, ce n'est pas un film choquant, voilà, c'est plutôt délicat, voilà, il nous montre ça sans pour autant montrer du sang, voilà, vu que c'est en noir et blanc, de toute façon, c'est un peu comme dans Psychose avec la scène de la douche, on voit que la personne est en train de se faire tuer, c'est une scène culte, mais on ne voit pas du sang, et c'est justement là où tout est génie, quoi, il arrive vraiment à nous montrer la guerre, mais on n'est pas choqué, voilà, parce qu'il le filme enfin, c'est une caméra radio, voilà, il y a plusieurs scènes aérienne, il y a plusieurs plans larges, donc on ne voit rien de près. Voilà, c'est pas un film gore, c'est pas un film dégoûtant. Et donc, du point de vue aussi des hommes, voilà, des hommes qui discutent entre eux, du fait qu'ils ne pourront peut-être plus revoir leurs femmes, leurs enfants, voilà, ils vont délaisser leur famille, qui vont mourir d'un moment à un autre, leurs péchés, ce qu'ils ont accompli de mauvais dans la vie. Et il y a aussi des scènes où Kurt Douglas va tenter, voilà, face à ses collègues ou à d'autres personnes, voilà, de prouver que ces hommes, bah, ils ont tenté malgré tout d'accomplir des choses, ils ont tenté avant tout d'avancer malgré eux, ils ont tenté d'héroïsme, voilà, ils ont tenté quelque chose pour sauver leur pays, et c'est ça qui est honorable, voilà, de prouver que le geste, de prouver que tout ce qui a été accompli par ces hommes est honorable, malgré la honte qu'il a admis. Ça va vraiment être un film intéressant. La fin est assez bouleversante, voilà, et donc avec cette chanteuse d'opéra qui fait un chant mélodieux devant tous ces soldats qui après se mettent à chanter en chœur, c'est magnifique, vraiment, la fin, elle est magnifique cette fin. Le propos du film est intéressant, voilà. La mise en scène est vraiment, voilà, il y a vraiment des idées. De toute façon, Kubrick de base est un photographe, donc voilà, c'est vraiment très bien. Puis voilà, il était encore à l'ère un peu de ses films en noir et blanc, voilà. Il avait déjà testé un peu le film de guerre avec son premier film Fire and Desire, voilà, qui était très intéressant, qui se concentrait également enfin, c'était plutôt un film de guerre fictif, hein, parce que, comme les personnages le précisent eux-mêmes au début de Fire and Desire, voilà, c'est une guerre qui n'existe pas, avec des protagonistes sans nom, voilà, c'était juste une proposition, un test, voilà, c'était l'entrée cinématographique de Kubrick dans le cinéma. Après, propositions sont toutes honorables. Bref. Et donc, bah, vraiment, les Sauts de la Gloire, j'ai été surpris, voilà, parce que beaucoup adulent les films de guerre d'aujourd'hui, par exemple, si je vous dis 1917, donc de Sam Mendes, qui était sorti en 2020, je crois, oui, 2019-2020, voilà, vu que les cinémas ont fermé, j'ai eu un peu du mal, mais c'est vrai que moi, quand je vois les gens aduler 1917, voilà, qui est un film qui propose où tout repose sur le plan technique, et rien sur le plan narratif, hein, ce faux plan séquence qu'ils ont pendant tout le film, et au détriment donc d'une narration un peu pauvre, j'ai envie de dire, bah non, je suis désolé, voyez d'autres films, par exemple Tu ne tueras point, ou même des trucs comme Braveheart, ou bref, plein d'autres films de guerre qui eux valent vraiment le coup. J'ai envie de dire, s'il vous plaît, regardez un peu ce qui a été fait avant au lieu d'aduler ce qui est fait maintenant et qui s'inspire juste des heures de gloire des films passés, quoi. Parce que c'est un peu ça le problème, on adule beaucoup ce qui est fait maintenant, mais ce qui est fait maintenant s'inspire très souvent de ce qui a été fait dans le passé. Par exemple, le film qui a été adulé par tout le monde et que j'aime bien, évidemment, Joker, qui s'inspire par exemple des films comme Man of the Moon ou La Valse des Pantins ou même Taxi Driver, par exemple, un film qu'on adule alors qu'il reproduit tout ce qui a déjà été fait auparavant. Bon, Joker, je l'aime bien, mais c'est un exemple. Pareil, tout le monde adule La La Land alors que il reproduit ce que Jack Demy ou autres avaient, ce que Jack Demy ou même d'autres réalisateurs avaient déjà fait, par exemple sur Les Parapluies de Cherbourg ou Les Demoiselles de Rochefort ou même d'autres comédies musicales qui existaient déjà. Voilà. Pareil, bon, bref, il y a plein d'autres films, il y a plein d'autres exemples comme ça, probables, hein. Donc voilà, donc Les Sentiers de la Gloire, un film de guerre bien méconnu, très efficace sur le plan narratif, sur le plan technique,
irréprochable, un bon film de guerre en noir et blanc que je vous recommande fortement et qui se trouve en quatrième position. En troisième position, donc un grand polar des années 80-90, voilà, un film à la romance un peu bancale, voilà, qui sort tout droit d'un film de chez Hitchcock à la Vertigo, La mort aux trousses, ou même Pas de printemps pour Marnie, j'ai nommé Le baiser du tueur, voilà. Ou comment faire un thriller palpitant avec un triangle amoureux assez trépidant dans un polar tout à fait efficace en moins d'une heure. Bon, certes, la fin est discutable, voilà, on peut dire est-ce qu'elle aurait dû le rejoindre? Est-ce qu'il aurait dû partir seul? Voilà, quelle fin aurait été la meilleure? Ça, bah, tout le monde peut y répondre après. Est-ce que la fin est bien? Est-ce que la fin aurait dû être ainsi? Est-ce que le film aurait dû se terminer sur cette happy end? Alors que, bon, les fins chez Kubrick sont souvent, on peut souvent discuter, on peut souvent y débattre. Voilà, il est souvent courant dans nos interprétations. Kubrick, c'est ça aussi qui fait sa signature. Mais Le baiser du tueur reste un thriller avec une écriture fine et avec une mise en scène, bon, ça reste un film en noir et blanc, voilà, niveau mise en scène, voilà, c'est tout simple, et la photographie, je la trouve magnifique, voilà, c'est très sombre, il y a beaucoup d'obscurité, il y a beaucoup de jeux d'ombre voilà, c'est vraiment très bien écrit, voilà, les acteurs jouent très bien, il y a le final, voilà, quand le boxeur et le gangster, voilà, ils se courent après, voilà, que ce soit sur les toits, ou même parmi les immeubles, ou même dans l'escalier, ou dans toutes les pièces aux alentours, voilà, c'est vraiment incroyable, on est pris dans le film, j'étais vraiment à fond, voilà, vraiment, voilà, c'est ce triangle amoureux, encore une fois, il fonctionne vraiment très bien, voilà, cet homme, ce boxeur, voilà, qui voit sa voisine se faire malmener par son mari, et donc, du coup, il va s'éprendre de cette femme en tentant de l'aider, et du coup, bah, ce gangster, bah, il va vouloir faire tuer son prétendant, et en vouloir faire tuer son prétendant, bah, il va faire tuer le manager de ce dernier, du coup, il va y avoir voilà, ça va être un malencontreux hasard, un hasard qui va mener à ce final complètement incroyable. Donc vraiment un polar qui s'inspire un peu de chez Hitchcock, voilà, c'est juste avant l'Ultime Razzia, donc le film qui révélera Kubrick, voilà, l'Ultime Razzia, donc qui par sa narration génialissime, bon, des films n'est pas celui que je préfère, mais c'est un film très intéressant, voilà, il propose une narration intelligente, voilà, un hold-up où tout ne va pas se passer comme prévu. Oh, ça me rappelle un certain Quentin Tarantino, ça. C'est bizarre, ça, non? Et bah oui, bah voilà. Donc, voilà, donc effectivement, le Kubrick ou même l'Ultime Razia, donc qui influenceront des cinéastes à venir comme Quentin Tarantino, par exemple. Voilà, Tarantino, donc, qui admettra lui-même, donc, vous êtes inspiré, donc, de l'Ultime Razia, donc, entre autres pour sa narration, vous voyez, parce que des fois dans l'Ultime Razia, donc il y a quelques flashbacks donc, qui complètent le récit, voilà, qui nous disent ce que nous, spectateurs, ne savions pas, et qui complètent donc de manière astucieuse le récit. Et bah Tarantino donc s'en est inspiré voilà pour vous savez dans Reservoir Dogs il y a des petits flashbacks voilà pour compléter l'arc narratif donc des protagonistes. Et bah Kubrick c'est ça aussi voilà. Donc c'est pour ça que j'ai bien aimé l'Ultime Razia pour sa narration, pour ses petits retournements et pour sa fin un peu pessimiste parce que oui chez Kubrick il y a toujours des fins pessimistes. Enfin bref, donc le baiser du tueur, vraiment un polar qui m'a mis sur mes deux fesses. Voilà, j'ai envie de dire vraiment c'est un polar efficace, très prenant, trépidant. Voilà, c'est un boxeur qui s'engage dans une histoire un peu olé olé, j'ai envie de dire, avec une fin discutable, mais vraiment le final, juste pour le final, regardez le film parce que tu ne sais pas ce qu'ils vont en devenir de ces hommes, tu ne sais pas quel va être le dénouement de ce face à face, qui va remporter la femme, qui va gagner, qui va être arrêté. Voilà, il y a vraiment une écriture très fine et Kubrick, voilà, ce maestro au niveau de la photographie, c'est magnifique, tout est éclairé. Parce que des fois dans un film noir et blanc, tout n'est pas forcément lisible, tout est des fois un peu dégueulasse, des fois il y a de l'ombre, des fois les films en noir et blanc ça vieillit très mal. Et bah non, pas celui-là, vraiment le bisou tueur, un Kubrick très 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 méconnu. Vraiment, je vous le dis, jetez dessus. Ce qui m'amène en deuxième position. En deuxième position, l'incontournable Shining sorti en 1980. Alors là, Shining évidemment, hein, le film le plus populaire de Stanley Kubrick. Alors pas vraiment pour les bonnes, pas vraiment pour de bonnes raisons, j'ai envie de dire, hein, parce que on sait tous la réputation de Shining. Stephen King n'aime pas l'adaptation, et donc il en a refait lui-même en mini-série, donc ça passe à la télé, mais bref, d'après ce que je sais, il a complètement raté, donc c'est les propres adaptations, voilà, et l'adaptation de Kubrick reste la meilleure, et même moi, c'est une adaptation que j'adore, voilà, parce que Kubrick, il a capté après John Carpenter, voilà, avec le magnifique Halloween, la nuit des masques, voilà, Carpenter qui était déjà un pilier de l'horreur,
Et bah Kubrick il s'est dit ok, bah moi je vais te faire Shining. Et Shining, bah c'est vrai qu'au niveau de la mise en scène il y a quand même un petit peu de génie, voilà, il a révolutionné l'histoire du cinéma avec ce film, hein, quand même, avec cette mise en scène, voilà, donc ce travelling, ces plans séquences, voilà, qui suivent Danny sur son tracing, voilà, dans les couloirs de l'Overlook Hotel, et même dès le générique, mais on nous en met, il nous claque Kubrick, hein, avec voilà, cette bande sonore, voilà, tant, 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 tant. Enfin bref, vous m'avez compris quoi, la BO est vraiment remarquable. Évidemment, le jeu de Nicholson est culte aussi. Voilà, on se souviendra toujours de cette scène où il défonce une porte à l'âge et où il traumatise Shelley Duvall, hein, vraiment Shelley Duvall qui a été poussé dans ses moindres retranchements par Kubrick. Voilà, parce que ça aussi c'est très connu. Shelley Duvall a subi un véritable calvaire sur le tournage. Voilà, et Kubrick a été intraitable. Enfin, il a aussi de réputation qu'ils ont retourné certaines scènes un million de fois. Enfin, vraiment les prix ils les enchaînaient parce que selon Kubrick, voilà, ils pouvaient tout refaire le meilleur d'eux-mêmes. Enfin, Kubrick était un peu timbré dans sa tête. Voilà, il faisait tout refaire des cinquantaines et des cinquantaines de prises à ses comédiens. Et surtout sur Shining, par exemple, la scène de l'escalier où Nicholson, enfin Jack Torrance, il menace Shelley Duvall, enfin Wendy Torrance avec sa hache, voilà, sur l'escalier. Cette scène, elle a été tournée 150 fois. Voilà, donc ça c'est une anecdote bien connue. Voilà, donc c'est vrai que Shining a une réputation, mais voilà, d'un côté elle est bonne et d'un autre elle est pas bonne. Voilà, d'un côté pour ses coulisses un peu épouvantables et de l'autre pour toute l'efficacité de son film. Voilà, parce que vraiment c'est au niveau de la mise en scène. Voilà, il arrive parfaitement à capter les codes de l'horreur, même avec ses plans larges. Voilà, dans les couloirs un peu humides, un peu moisis, avec ses deux jumelles tout en arrière-plan avec Danny au premier plan. Voilà, vraiment sur un Kubrickien de Danny totalement horrifié face à ces deux jumelles. C'est extrêmement flippant. Alors après, justement, Stephen King a dit que le film Shining ne captait pas vraiment l'ambiance du livre. Alors c'est vrai, du coup je peux vous dire, moi j'ai lu le bouquin qui est vraiment excellent. Enfin, c'est vrai que le bouquin et le livre sont différents. Voilà, il y a quelques petites différences, mais c'est vraiment pas méchant. Mais en règle générale, je trouve qu'au contraire, bah disons que Kubrick il a adapté le roman, c'est vrai un petit peu à sa sauce. C'est vrai qu'au niveau de l'ambiance, on n'est pas exactement sur une identité incroyable. C'est vrai qu'il a quand même pris pas mal de liberté. Après, j'ai envie de dire que moi, ça m'a pas dérangé, quoi. Puis, après, Mike Flanagan mettra tout le monde d'accord en réalisant Dr. Sleep. Alors, Dr. Sleep, que tout le monde, bon, ce film a été un échec. Bon, c'est d'ailleurs le Shining étant le seul film de Kubrick qui a eu une suite. Dr. Sleep donc, Dr. Sleep, voilà, pour vous donner mon avis dessus, c'est un film que j'ai bien aimé, que j'apprécie. Bon, par contre, voilà, je veux dire, Mike Flanagan, vraiment dans le climax, il s'est déchaîné au niveau du fan service en rapport avec Shining. Enfin, je veux dire, sur le coup, quand on voit ce film au cinéma et qu'on revoit un peu toutes ces références à Shining, on se dit ouais, c'est chouette, c'est nostalgique. Mais au fond, on se dit, mec, t'as abusé, quoi. Vraiment, t'as abusé, quoi. Enfin, je veux dire, la fin de Dr. Sleep, c'est une avalanche de fan service. On n'a que ça, voilà. Il y a même des plans identiques qui reprennent, voilà, des plans avec Nicholson et Duval. Il y a des plans sur dès qu'on retourne à l'Overlook dans Dr. Sleep, il reprend tout. Voilà, il reprend les mêmes plans, les mêmes verticales, la même BO. Enfin, c'est de nuit, d'accord, certes, c'est de nuit. Enfin, l'éclairage est différent, il y a des différences, certes. Mais dans l'ensemble, vraiment, c'est le mec il a flingué entre parenthèses l'héritage kubrickien, quoi. Il voulait vraiment rendre hommage à fond, et bah, au lieu de ça, il a tellement voulu rendre hommage, et justice à King, puisque Dr. Sleep, spoiler, se termine donc par l'incendie donc de l'Overlook, mais il a tellement voulu faire du forcing au niveau du fan service qu'au final, bah, il a tout détruit, voilà. Donc, dire Dr. Sleep, si suite discutable. J'en ai déjà parlé avec certains copains cinéphiles. On peut dire vraiment que Dr. Sleep est une suite discutable. Je ne la déteste pas, mais je ne l'aime pas de tout cœur non plus. Je préfère de loin Shining, où vraiment Kubrick a vraiment capté vraiment tous les codes de l'horreur. Voilà, des plans qui font peur. Voilà, même il arrive même à y inclure sa thématique de l'érotisme et de la sexualité. Voilà, à travers cette fameuse scène dans la salle de bain, donc avec cette femme toute nue. Voilà, cette scène de la salle de bain. Oh mon Dieu, elle me donne des frissons rien d'en parler. Enfin, que Jack Nicholson va ensuite embrasser avant de se rendre compte qu'elle
qu'elle est toute desséchée, qu'elle est toute décomposée, enfin c'est une scène horrible, mais du coup c'est quand même assez fort puisque on dit souvent, ouais dans Shining c'est le seul film de Kubrick où il n'y a pas cette thématique un peu de la sécurité et de l'érotisme, et ben si dans cette scène elle y est du coup, donc c'est assez étrange. Après, comme c'est aussi la particularité de Kubrick qui va encore explorer ça d'une manière différente, parce que vous savez, la sexualité, l'érotisme, tout ça, les relations conjugales, c'est souvent un trait, une thématique récurrente chez Kubrick qui a toujours un peu exploré ça de manière un petit peu malsaine, un petit peu ambiguë, et dans Shining, il le prouve encore. Voilà, donc il y a tout un tas de scènes vraiment très flippantes, voilà, le fameux Her Johnny, la scène de la salle de bain, quand Danny se promène avec son tricycle, les regards flippants de Nicholson, face caméra, voilà, qui commence un peu à peu à son penchant pour la folie, voilà, tout ça est très efficace, tout ça marche très bien. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Shining, mais moi vraiment Shining j'adore, la preuve il se retrouve en numéro 2, donc de ce top. Donc voilà, il réalise ce film, il réalise ce film 2-3 ans après le Halloween des Carpenters, voilà. Bon, j'adore Carpenter, évidemment. Halloween, la nuit des masques est mon film d'horreur préféré. Je le répète, vraiment, je trouve que ce film d'horreur-là, mais il est juste parfait. Rien à le reprocher après. Carpenter, c'est The Fog, c'est Prince des Ténèbres. Alors que Kubrick, c'est pas son genre de prédilection, l'horreur. C'est pour ça que j'attribue encore plus de mérite à Kubrick. Parce que Kubrick, il a essayé vraiment tous les genres de cinéma, quoi. Il a essayé l'horreur, la SF, le thriller, le drame, le film d'auteur. Bref, il a le film de guerre, bien entendu. Bref, il a vraiment tout essayé. Donc voilà, donc Shining, bah, j'ai envie de dire, c'est un film qui n'a pas vieilli, voilà, qui a capté toute l'essence des films d'horreur, qui a une ambiance parfaitement maîtrisée, une mise en scène révolutionnaire, un jeu d'acteur irréprochable. Après, ça, on le doit évidemment à la direction artistique incurable de Kubrick. Donc Shining, évidemment, une mastodonte d'un film d'horreur BO incroyable. Bref, au risque de me répéter, je dirais en passer à la numéro 2. Et donc à la première place, un de mes films préférés, je l'avoue, je n'ai pas peur de le dire, Eyes Wide Shut, évidemment le dernier film de Kubrick, c'est ironique, c'est mon film préféré de lui et c'est son dernier film. C'est ironique, mais bon. Donc sorti en 1999, donc Kubrick est décédé donc avant d'avoir vu donc le montage final de ce film. Et que dire de ce film? Je sais pas quoi dire, c'est un chef-d'œuvre, je l'aime énormément, voilà Kubrick, c'est un film qui traite énormément de l'adultère, de l'infidélité, d'un couple en crise, d'un couple qui cherche des réponses et qui n'en trouve pas forcément. Et donc, bah, ce fameux couple, donc Bill et Alice Harford, donc je parle le couple glamour du moment, Tom Cruise, Nicole Kidman, évidemment, voilà, vont tenter chacun donc d'aller de leur côté pour trouver des réponses. Voilà, ils vont s'égarer à divers moments. Voilà, on va voir Bill complètement hagard, complètement perdu. Voilà, le regard vide, ce fameux regard vide. Voilà, ces fameux yeux perdu, on ne sait pas d'où d'ailleurs, il ne sait pas où il va, Tom Cruise ici, il est perdu, voilà, il erre dans les rues, il fait des rencontres un peu inattendues, voilà, il rencontre une prostituée avec qui il est tenté donc de tromper sa femme Alice. C'est d'ailleurs étrange puisque Kubrick donc voulait un véritable couple dans ce film, voilà, donc ils étaient vraiment en couple, donc quand on connaît un peu c'est de la véritable histoire donc derrière ce film, on se dit que ça rend ce film encore plus fort, encore plus dramatique, encore plus incroyable. Donc oui, Eyes Wide Shut, c'est un film très esthétique, voilà, il a une esthétique, il a des jeux de lumière très intéressants, voilà, ce bleu clair foncé qu'il y a dans certaines scènes, voilà, avec les scènes entre Tom Cruise et Nicole Kidman, voilà, ces scènes lumineuses au début du film, notamment quand ils sont dans la soirée mondaine, après quand ils sont chez eux, voilà, vraiment, voilà, le t-shirt un petit peu complètement transparent de Nicole Kidman au début, cette scène d'intimité, voilà, dans le miroir où Nicole Kidman, elle danse subtilement toute nue devant le miroir avec cette petite musique derrière, puis après il y a Tom Cruise qui vient, il s'embrasse langoureusement, et puis il y a ce regard indescriptible de Nicole Kidman, encore une fois, le regard kubrickien, voilà, ce même regard qu'elle va lancer à un moment donné dans le film qui est juste incroyable, enfin bref. Voilà, ce film, puis la scène évidemment de l'orgie, voilà, dans le manoir, cette scène sexuelle d'orgie, voilà, où se trouve toute la réponse à la destination finale de Bill. Que dire, voilà, BO incroyable, colorimétrie phénoménale, voilà, pour les yeux, pour les oreilles, voilà, c'est tout l'art de Kubrick résumé, donc, dans ce film, dans cette séquence, voilà, le final apothéoseux d'un Kubrick, puis la réplique finale de Nicole Kidman, bon, elle est dans les annales, oui, évidemment, cette réplique finale, évidemment.
j'ai rien d'autre à dire. Donc Eyes Wide Shut, vraiment, c'est le voyage initiatique d'un coup, voilà, qui vont tenter de prendre leur distance pour au final se retrouver. Vont-ils rester ensemble? Vont-ils survivre à tout ça? Vont-ils survivre à toutes leurs rencontres qu'ils vont faire? Vont-ils être tentés par un destin? Vont-ils se tromper? Voilà quoi, que doivent-ils faire pour réparer leur couple? Voilà, ils sont pères, voilà, ils sont parents. Que doivent-ils faire? Et la réponse est apportée en fin de film et elle est tellement célèbre. Donc oui, Eyes Wide Shut, voilà, un grand monument du cinéma pour moi. Je l'admire, je l'aime énormément. Donc j'ai pas grand-chose à dire sur Eyes Wide Shut, voilà, juste le dernier souffle d'un Kubrick en pleine apothéose. Voilà, c'est l'un des films les plus modernes de Kubrick. Voilà, il sortait, ça faisait ça faisait depuis Full Metal Jacket, c'est qu'il avait pas sorti dessus, mais Full Metal Jacket était sorti depuis 5 6 ans, je crois. Full Metal Jacket, c'est un des Kubrick que j'aime le moins. Bon, parce que j'aime que le début en fait de Full Metal Jacket et après j'étais un petit peu absent après parce que le film ne m'avait pas spécialement plu dans ce sujet, mais voilà. Donc c'est vrai que depuis voilà Full Metal Jacket, il avait pas fait beaucoup de films, il était un peu resté absent des écrans et donc il avait un projet aussi de Napoléon en cours, mais ce projet n'a jamais pu se concrétiser et donc pour nous laisser sur Eyes Wide Shut, voilà sa dernière signature, sa dernière trace en tant que cinéphile, enfin en tant que cinéaste aguerri, adoubé. Voilà, il a fait tellement de longs métrages marquants, mais pour moi, Eyes Wide Shut, ça reste mon grand favori. Voilà, je trouve ce film a une grande importance pour moi. Voilà, il a une grande histoire. Voilà, son scénario, il est incroyable. Il a plein de sens, de symbolique. Les acteurs sont phénoménaux. Il y a vraiment des gens intéressants au niveau de la mise en scène, des couleurs, de la photographie. Tout est subtil. Il y a tout ce qu'on retrouve chez Kubrick. On le retrouve dans ce film. Au bref, enfin, ça après, ce n'est que mon avis personnel, parce que pour moi, c'est le film moderne de Kubrick. Voilà, et pour moi, c'est peut-être pour cette touche de modernité, pour toute cette lumière, voilà, pour toute cette histoire qu'on ne retrouve pas forcément du Kubrick, mais pour moi, j'ai vraiment une grande attache à ce film, et pour moi, c'est Kubrick, il a pas fait, enfin, pour certains, il a fait mieux, c'est vrai qu'il a fait de grands films, mais voilà, pour moi, celui-là, il m'a vraiment beaucoup marqué. Voilà. Bah écoutez, maintenant, on va pouvoir passer, à mon avis, sur le grand, l'influence, enfin, le célèbre, le culte, le très grand, l'immense 2001, l'Odyssée de l'espace. Alors, 2001, l'Odyssée de l'espace. Alors, comme je l'ai dit en début de vidéo, ce n'est pas un film que je vais massacrer. Voilà, c'est un film, j'ai pris du recul, j'ai ma réflexion sur le sujet, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai des arguments. Enfin, des arguments, ça sera au sujet, évidemment, je ne prétends rien avoir. Mais effectivement, comment dire, j'ai une certaine admiration et un grand respect pour 2001. C'est un film que je respecte parce que c'est un film de qualité, c'est un film important, c'est un film culte, c'est un film qui a influencé énormément de cinéastes d'aujourd'hui, bien entendu Nolan, évidemment, qui a essayé de faire son malin avec Interstellar, mais Interstellar, bref, passons. Mais voilà, 2001, c'est un film que je respecte énormément parce que beaucoup le respectent, beaucoup l'adouent. Voilà, pour certains, c'est même l'un des meilleurs films de tous les temps. Dans l'histoire de la SF, il a changé énormément de choses, bien avant qu'on arrive Star Wars, bien entendu. Voilà, Star Wars arrivera en 77 et l'Odyssée de l'espace est sorti. Ben, j'ai un trou de mémoire, bref, la date s'affichera ici. Mais voilà, donc c'est un film que je respecte parce qu'il a une thématique sur l'humanité, sur le voyage spatial. Puis c'est un film artistique, c'est un film très contemplatif, c'est un film vraiment magnifique. Voilà, il y a des plans sur l'espace, sur ces vaisseaux qui orbitent et tout ça. Enfin, et la musique de William Strauss qui accompagne le tout. Voilà, voilà, tout l'art photographique de Kubrick ici à son apogée. Voilà, il est ici. Kubrick, il essaye pas de faire son malin avec des explications qui n'ont ni queue ni tête, avec des concepts de théoriciens à la mort moelleux comme le fera Nolan avec Interstellar, qui a essayé de rendre son Interstellar réaliste, mais justement, c'est ce qui fait que ça ne marche pas, parce que Nolan, ce qu'il a fait avec Interstellar, c'est que c'est tellement corsé, expliqué, tordu, avec des explications et des propos scientifiques, on n'y comprend plus rien, du coup, bah, Interstellar, on décroche complètement, parce que, voilà, quoi, Nolan, plus il essaie d'être crédible et réaliste,
et moins il fait du cinéma et plus il fait du documentaire, j'ai envie de dire, parce que voilà, bon, Nolan et les concepts de Nolan de bon, on les connaît, mais non, Kubrick il se prend pas la tête avec ça, non, Kubrick il transmet un grand message humanitaire, un grand message sur l'humanité, sur l'espace, sur l'odyssée spatiale à travers des images, à travers voilà, à travers sa musique, à travers son art photographique, voilà, même à la fin quand il y a l'astronaute donc qui à travers ce grand tunnel surdimensionnel, voilà, ce grand tunnel surdimensionnel qui défile devant lui enrobé de lumière, c'est magnifique, c'est splendide, voilà, c'est magnifique. Et quand on a ces images subliminales, voilà, au début, voilà, à l'aube de l'humanité, voilà, donc le titre de la première séquence avec tous ces primates et tout ça, qui découvrent la violence, qui découvre la vie, voilà, avec ce primate, voilà, qui va abattre un os sur un squelette, voilà, c'est une séquence qui en dit beaucoup, et pourtant il n'y a pas besoin de paroles, il y a rien besoin, Kubrick transmet tout à l'image, et ça, c'est le tour de force de 2001 de l'Odyssée de l'espace. C'est vrai que c'est un film extrêmement lent, mais on vibre à travers les images nous font vibrer, voilà, on voit la vie donc des astronautes, on voit, il y a de la vie dans ces vaisseaux, il y a de la vie dans l'espace, et Kubrick va nous le faire ressentir sans la moindre parole, c'est justement ça le truc, c'est que, voilà, c'est vraiment ça le tour de force, c'est qu'il y a très peu de paroles, voilà, ça parle très peu, voilà, il y a deux, trois dialogues dans le film, voilà, peut-être tous les 10-15 minutes, mais c'est surtout à l'image, c'est surtout très visuel. Voilà, 2001 c'est un film très visuel qui en dit long sans rien dire. Et ça, je trouve ça extrêmement fort. Puis, la meilleure séquence, c'est bien entendu donc toute la partie avec Hall 9000. Voilà, ça fait un petit peu huis clos dans l'espace. Bon, ça fait pas du tout Alien, mais voilà, avec cette intelligence artificielle, donc qui va manipuler, voilà, ces deux astronautes à bord de ce vaisseau. Voilà, on les voit, ils font leur vie, etc. Enfin bref, la partie est vraiment très incroyable. Donc avec Hall 9000, voilà, donc il se rend compte que ces deux soldats veulent le déconnecter, puis après, bah, il va les éjecter dans l'espace. Puis bah l'un va mourir dans l'espace, voilà. Puis l'autre va se retrouver entraîné dans un espèce de tunnel dans le plus profond de l'espace. Puis dans cette suite de Louis XVI où il va se voir vieillir puis mourir. Voilà, c'est magnifique le message qui est transmis dans ce film. C'est phénoménal, c'est vraiment phénoménal. C'est un film qui ne m'a pas transporté, voilà, que je n'apprécie pas du plus profond de mon cœur, mais je reconnais son immensité, je reconnais sa grandeur, la beauté de ses images, de sa musique. Donc oui, 2001, c'est un film qui transmet énormément de choses sans rien dire et c'est ça son tour de force, voilà. Je respecte ce film, voilà, je sais que c'est un film très important, je sais que c'est un film à référence et il est toujours important de parler de ce film, voilà, dire de ce film juste qu'il est chiant, qu'il est pénible et qu'il ne raconte rien, c'est faux, c'est un film phénoménal, juste qu'il ne m'a pas à 100% transporté. Et maintenant, donc, pour finir cette vidéo, donc, Barry Lyndon. Alors, Barry Lyndon, pareil, un film que je respecte énormément, toutes ses qualités, c'est un film beau, c'est un film d'auteur incroyable, 3 heures. Un de ses films les plus longs, finalement, avec 2009 le cinéma, qui frôle également les 3 heures. Barry Lyndon, c'est un film que j'ai dû me motiver pour voir. Je vous avoue, vraiment, c'est pas un film que j'ai lancé comme ça facilement. Et pourtant, waouh, quoi, vraiment, c'est un film qui est long, c'est vrai, et puis il est pas très dynamique non plus, c'est sûr, mais qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est passionnant, son histoire, le parcours de cet homme, voilà, qui a été obligé de partir parce qu'il croyait avoir tué donc l'homme à qui donc la femme qu'il aimait était promise, et puis finalement bah, il va se rendre compte que tout ça n'était que magouille et compagnie, donc pour qu'il puisse partir et que l'homme en question puisse épouser la femme que Barry lui il aimait, et puis comment Barry va s'engager un peu dans l'armée, comment il va s'engager dans la bourgeoisie, comment il va construire une nouvelle vie, puis comment sa vie va chuter, voilà. Et donc Barry Lyndon, vraiment je reconnais que c'est un grand film d'auteur, voilà, les décors sont magnifiques, tout est d'époque, de toute façon c'est un vrai film d'époque, un des meilleurs films d'époque d'auteur qui n'ait jamais été fait. D'ailleurs il y a beaucoup de scènes à la bougie qui sont absolument somptueuses, la photographie elle est... C'est du caviar pour les yeux, quoi. Vraiment, Barry Lyndon, c'est un film absolument phénoménal qui raconte une histoire très intéressante. C'est un film captivant, voilà, il y a quelques longueurs par-ci, par-là, c'est vrai, voilà, parce qu'il y a des moments pas forcément intéressants, mais il y a tout un parcours dans ce film, voilà, il y a ce personnage de Barry Lyndon qui accomplit un grand parcours, qui a une grande histoire, qui a une épopée, voilà, à travers ce film, qui a vraiment un arc narratif intéressant, qui a son arc narratif, qui a son personnage, puis qui a ses costumes et tout ça, ça c'est vraiment magnifique, hein. Donc voilà, donc l'histoire, puis avec son environnement, ses décors, voilà, tout est d'époque,
tout n'est qu'authenticité, tout est naturel, c'est absolument un chef-d'œuvre. Oui, c'est sûr, Barry Lyndon est un chef-d'œuvre qui ne m'a pas totalement transporté, mais encore une fois, c'est un film que je respecte parce que un travail aussi phénoménal, vraiment, c'est du très grand art. Et puis voilà, le message de bourgeoisie, le message d'époque, on voit en fait comment la vie était avant, voilà, dans les siècles passés. C'est vraiment très impressionnant parce qu'il n'y a aucun film plus naturel et plus vrai que Barry Lyndon. Donc l'histoire en plus elle est hyper intéressante, hein, vraiment, il y a vraiment des scènes captives, il y a vraiment, l'histoire elle est vraiment captivante, elle est vraiment entraînante, on s'y intéresse, on est vraiment dans le film, et malgré quelques moments où on reste absent, bah voilà, j'ai vraiment, Barry Lyndon c'est un film quand même où j'ai accroché, je me suis accroché parce que c'était intéressant, c'est un film qui avait des choses à dire, qui avait des choses à transmettre, voilà. Kubrick on sentait qu'il voulait que son film transpire le naturel, l'authenticité, tout ça, quoi, qui voulait que ce soit vraiment un grand film d'auteur naturel, et ça se ressent parce que la photographie est merveilleuse, voilà, tout est incompréhensible, mais voilà, c'est juste pas un préféré donc de Stanley Kubrick. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, votre top 5 des films de Stanley Kubrick, ce que vous pensez du cinéaste en question, et moi je vous traiterai dans une nouvelle vidéo. Salut à tous.